Voilà, j'ai déjà dit bonsoir à tous et à toutes. Je suis désolée, je parle anglais, mais c'est ma langue de travail. Le sujet de mon intervention ce soir, c'est justement en anglais, composer avec les paysages de l'herbicide, en anglais, négocier avec ces paysages. Il ne s'agit pas simplement de reconstruire et de réparer, il s'agit également de psychologie qui s'applique à cette négociation des paysages de l'herbicide. Je vais commencer par parler du Yémen. C'est au Yémen que j'étais basée initialement. Et le gros de mon travail s'est passé au Yémen. Regardez la carte du sud Yémen, qui était le sud, mais depuis 1990, le Yémen a été réunifié. On a le Yémen du sud, ou la partie du sud où j'ai travaillé. Et vous voyez, voilà la zone où j'ai travaillé en jaune moutarde. Et il y a un livre que j'ai publié en 2007 à ce propos et qui sera à nouveau republié et qui a été republié en 2021. En gris clair, ce sont les zones où je n'ai pas été, que je n'ai pas couvertes avec ma documentation et mon livre. J'ai commencé en 82. Et ça s'est déroulé jusqu'en 2024. Donc, j'ai passé pas mal de temps et à la fin, j'ai travaillé le plus. C'est dans le secteur de Hadramout. C'est là où j'ai le plus travaillé l'architecture. Voilà le livre qui a été publié en 2007 qui concerne la documentation sur toute cette région. En 2007, j'ai créé la Fondation architecturale Dawn et ça, c'est l'un des noms des affluents du Hadramout. C'est une carte là qui vous montre où l'Hadramout se situe. Et ça, c'est le principal secteur de l'Hadramout. Dawn, en fait, c'est l'affluent ici. Et il y a les deux villes qui font partie du patrimoine mondial, Chaban et Sanaa. Ce sont les deux villes célèbres qui font partie du patrimoine de l'humanité. Et étant donné la situation politique qui sévit au Yémen, nous sommes revenus à la situation Yémen du Sud, Yémen du Nord, sans frontières spécifiques. Et c'est là où Hadramout est devenu un peu isolé au cours de la période la plus récente, après la guerre en 2014. Et par exemple, par le passé, j'ai voyagé en voiture de Aden à Hadramout. Ça m'a pris 6 à 7 heures, 800 km en voiture. Et actuellement, c'est très compliqué. C'est devenu très compliqué. Et ça prend plus de 15 à 16 heures. Donc, le passage n'existe plus, le passage routier. Les communications, les routes ont été détruites, surtout à cause des bombardements et à cause des différentes factions qui existent et qui guerroient dans les différentes parties du territoire. Mokalla, c'est la principale ville d'Hadramout, c'est la capitale d'Hadramout. Hadramout, c'est le gouvernorat le plus vaste du pays et l'un des plus riches également. Il possède le pétrole, le gaz, les pêcheries, les pierres précieuses, le sable, tout ce qui est nécessaire à la vie économique. Mais pour l'instant, cela a été détourné du pays par les différentes parties prenantes, les différents acteurs de la guerre. En dépit de tout le pétrole, le Yémen est soumis à des sanctions pétrolières actuellement à cause de la situation de la guerre. C'est un des pays qui est soumis à des sanctions. On ne peut pas travailler, on ne peut pas voyager facilement. Il faut passer par le Caire ou la Jordanie. Il y a un certain nombre de vols qui peuvent vous y amener, mais c'est compliqué. On ne peut pas envoyer de l'argent si on travaille sur un projet. On ne peut pas envoyer de l'argent pour financer le projet. Mais toutes les compagnies pétrolières, bien sûr, exploitent le pétrole au Yémen. Toutes, les Françaises, les Italiennes, les Anglaises, les Américaines, ils ont tous leurs exploitations, leurs lotissements pétroliers. Donc,
Cependant, le Yémen a été forcé d'acheter son propre pétrole. Enfin, je ne suis pas ici pour parler de pétrole, mais pour parler d'architecture. Étant donné cette situation, les moyens d'existence de la population ont été considérablement influencés, négativement ont été affectés par la guerre. Les communications sont difficiles, les voyages aussi, et même les routes qui autrefois nous permettaient de passer à Séoul ou Mukalla. Cela nous prenait 3 heures, 3 heures et demie. Et maintenant, il nous faut 6 à 7 heures pour parcourir ce chemin à cause des destructions routières. Il y a eu très peu de réparations qui ont été faites pour les infrastructures. Très peu de réparations ont été effectuées depuis que ce qu'on a appelé la fin de la guerre, après que la coalition des volontaires a fait la paix entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Mais dans la partie sud du pays, il y a encore des conflits qui font rage. Alors, notre travail en tant que la Fondation architecturale s'est concentré sur cette région à Wadidan. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Je vais vous montrer quelques-uns de mes projets avant de passer à la reconstruction post-guerre, après la guerre. Reconstruction à Shibam, que vous avez là. Et le dernier projet que je vais vous montrer est à Al-Khaton, à l'ouest du pays, à l'ouest de Shibam, et là où se trouve la région d'Hadramaut, proprement dite. Vous avez les points rouges qui représentent notre travail ou nos travaux. Je vais vous remontrer la carte ultérieurement. Premier projet, à la requête d'une communauté pour construire et restaurer l'architecture existante du pays lui-même, qui est une architecture très riche, et j'en ai beaucoup parlé dans mes publications, riche au niveau technique, au niveau de la conception, des matériaux, du climat, de l'environnement, etc. Écologiquement parlant, cela correspond à l'environnement global de l'endroit qui est le Wadi. Contrairement à ce qu'on pense, en général, Hadramaut ou le Yémen, ce n'est pas un désert. Il s'agit d'un pays très riche au niveau agricole, particulièrement autour du Wadi. Et Wadi Hadramaut a été l'un des wadis les plus fertiles de tous les pays arabes. Vous voyez que les bâtiments vont jusqu'à 7 étages et qui ont été construits en groupe de briques de terre séchées au soleil. Voilà un lotissement de 17 à 18 maisons. Vous voyez la restauration, la reconstruction. La plupart des dommages qui ont été infligés ici étaient dus aux inondations, parce que s'il s'agit là de la fin de la pluie de la mousson qui vient de l'Asie du Sud-Est et qui arrive dans le pays et qui provoque des inondations. Il y a eu des énormes déversements de pluie et cela a causé beaucoup de dommages pour beaucoup de bâtiments. Non pas qu'elles n'étaient pas bien préservées, mais bien conservées, mais à cause de la violence de ces déversements pluviaux. Et beaucoup de catastrophes se sont abattues sur beaucoup de cités et les bâtiments se sont effondrés parce qu'ils étaient inondés. Le complexe de Masnad, à Wadidan et à Hadramaut, en fait, était composé de bâtiments indépendants et il s'agissait de 11 maisons qui étaient destinées aux différents membres du clan de la famille de Bassara. Et il y avait 5 maisons qui étaient situées en dehors du portail principal. Voilà le portail principal sur la diapo. Voilà les 2 maisons qui sont en dehors de ce portail. Et ensuite, on entre par le portail principal. Voilà donc certaines de ces maisons qui existaient en dehors du portail principal. Et voilà un complexe ou un lotissement de 12 maisons sur lesquelles nous avons travaillé pour les restaurer.
Voilà l'image après la restauration. Lorsque l'on travaille sur une restauration, on a à sa disposition une équipe spécifique de bâtisseurs, je vais vous les montrer plus tard, des bâtisseurs qui sont chargés, responsables de la consolidation du bâtiment et non pas de la reconstruction. Il faut d'abord consolider. D'autres projets d'urgence sont apparus à Shibane, que j'ai mentionné que ça fait partie de la liste des patrimoines. Et voilà, des maisons qui ont été endommagées, des bâtiments qui ont été endommagés à Shibane, vous les connaissez peut-être. Et la ville est exactement la même. La ville de Shibane a été exactement la même et restée la même au cours des 40 années pendant lesquelles je me suis rendue au Yémen. Très peu de bâtiments construits à l'extérieur et malheureusement, l'ancien marché a été abattu, détruit par une équipe qui travaillait là, sous l'égide allemande, sous un groupe d'assistantes allemands envoyé par le ministère des Affaires étrangères allemand. Et cette équipe a construit ce qu'on pourrait appeler un éléphant blanc, et qui est supposé être la municipalité de Shibane. Je n'ai pas de photos à vous montrer, mais vous remarquerez que tous les toits des bâtiments sont couverts de chaux. Et c'est pour protéger les toits, parce que la partie la plus faible de ces maisons, c'est la partie supérieure. Cette partie est soumise ou est l'objet de dommages considérables à cause de la pluie. Voilà le plan urbaniste de la ville de Shibane et les maisons que nous avons restaurées. Voilà les deux maisons qui ont été complètement reconstruites et restaurées. Alors, il y a une qui a été reconstruite et l'autre qui a été restaurée. Voilà une vue de la maison qui a été restaurée et qui surplombe la place principale, la grande place. Et voilà l'emplacement de la maison. C'est là où vous avez la mosquée dont le nom est marqué sur la diapo. Dans tous les chantiers que nous entreprenons, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de repérage géométrique. Ce que nous faisons, c'est que nous devons réinventer, redessiner, recréer les plans et les bâtiments après qu'il ait été reconstruit. Et pour faire les plans d'un bâtiment qui est déjà là, qui est encore là, ça va. Mais pour faire des plans d'un bâtiment qui a été détruit, ça demande beaucoup d'énergie. Et Eli Wiseman, lors d'une interview, parlait de l'inscription des cartes. Et c'est ce que nous faisons. Nous inscrivons, nous réinscrivons les cartes. Et nous dessinons à partir de zéro, en partant de zéro, pour dessiner des plans qui n'existent pas, qui n'ont jamais existé. Les constructeurs, les bâtisseurs ne font jamais de plans. Ils marquent le site sur la terre, sur le terrain, avant de construire. Et beaucoup de changements ont lieu lors de la reconstruction. Et donc, la construction, c'est un processus vivant, évolutif. Ce n'est pas comme si nous avions des plans qui ont été faits dans un bureau de plan ou dans un bureau de dessin et tout est préparé à l'avance. Non, ça ne fonctionne pas du tout comme cela. Ce n'est pas calculé comme cela. Cela fonctionne de manière très traditionnelle. La connaissance existe, mais la connaissance n'a pas été documentée. Elle n'a pas été consignée par écrit. Et c'est ce que j'explique dans beaucoup de livres que j'ai écrits. Donc, il s'agit de mettre par écrit la documentation et le système afin de créer des paramètres, si vous voulez, un langage architectural. Et c'est ce dont parlent mes livres. Et mes livres ne comportent pas simplement des belles photos. Ah bah si, ça aussi des belles photos, bien sûr, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, mon livre inclut des discussions, des débats que j'ai eus avec des bâtisseurs pour essayer de reconstruire, de réétablir un vocabulaire de construction qui existe encore sur le site. Et ça, c'est très important parce qu'il ne s'agit pas simplement de ne rien faire et d'amener ses lasers et ses outils, parce que vous voyez qu'en haut,
haut, vous avez les murs et en bas, en haut, vous avez des murs très minces et en bas, vous avez des murs très épais. Et les murs ne sont pas toujours tout droits. Ils n'ont pas toujours la même épaisseur parce qu'il faut prendre en compte le site sur lequel on travaille. Voilà l'élévation de cette maison. Et c'est le travail que nous avons fait. Ce que nous devons faire normalement pour reconsolider une maison, c'est d'avoir une structure à l'extérieur parce qu'on a des murs porteurs. Les murs porteurs, ce sont les squelettes de l'armature du bâtiment. Voilà un travail là pour l'étanchéité, donc la lutte contre l'humidité, et il y a 5 étapes à franchir. À Shibam, nous avons là une maison avec 2 étages qui s'était effondrée. Les bâtisseurs nous ont mis en garde et nous ont dit que nous devrions supprimer, détruire tout le bâtiment qui n'était plus stable du tout. Ce qui est intéressant, c'est que ce bâtiment, cette maison, appartient à un maître bâtisseur. C'est de cette façon dont nous avons découvert la maison. Nous avons déblayé les 2 étages qui s'étaient effondrés. Donc, nous avons dû détruire la maison tout entière. Nous avons dû redémarrer à zéro. Et vous voyez que les murs du bas sont très épais et les briques sont très épaisses. 8 cm de longueur quand même et 45 cm de largeur, 4 ou 5 cm d'épaisseur. Donc, ce sont des briques légères mais très épaisses. Donc, en arrivant aux étages supérieurs, on voit que c'est beaucoup plus étroit. Voilà un petit peu la silhouette, aussi bien pour la maison Basari. Voilà la maison telle qu'elle a été réalisée et finie, terminée, comme vous pouvez le voir. Depuis 2014, le patrimoine architectural, nous l'appelons patrimoine parce que c'est la seule façon, disons que ça fait partie de la culture, ce n'est pas un patrimoine qui est simplement intéressant à regarder. Il a été vraiment ciblé lors de la guerre avec le Yémen. Et nos projets étaient destinés à ressusciter et reconstruire les sites qui avaient été bombardés, détruits et endommagés. Voilà l'un des bâtiments que je peux vous montrer, le Shehria Pool, avant d'avoir été totalement endommagé. Ici, la mosquée de Shakland, qui fait partie de l'exposition ici. Et voilà l'une des maisons de Shibam qui a été ciblée lorsqu'ils ont posé une bombe en dehors des murs d'enceinte principaux de la ville de Shibam. Donc, les projets de reconstruction d'après-guerre ont eu lieu entre 2017 et 2024. Je me l'ai mentionné. Le premier, c'était donc la porte ou le portail de Shibam et du palais. Ça, c'est une partie qui a été publiée dans la 2e édition de mon livre. Le deuxième, Kubat Shehriat Yacoub. Kubat, c'est un dôme, et Shehriat Yacoub, de la même pierre également. Et ici, je vous le montrerai ce soir. Les autres, eh bien, là, à nouveau, nous avons réalisé environ 3 ou 4 koubas. Et vous pourriez vous demander pourquoi un dôme et pourquoi une kouba est un dôme. Je l'ai dit dans une interview ici, un dôme kouba, c'est le nom utilisé au Yémen pour marquer les lieux où reposent, ou les tombes où reposent les saints, c'est-à-dire ce sont des sanctuaires. Et ils sont très révérés au Yémen. Ce sont des personnes très importantes. Et donc, que s'est-il passé moi, je les appelle les hommes en noir parce qu'ils changent de nom constamment, mais je crois qu'on les appelle Isis en anglais. Quand Isis est arrivé et s'est proclamé comme étant Isis, je ne sais pas s'ils étaient Isis ou pas, la première chose qu'ils ont faite, étant donné que c'est une tradition wahhabite ici, ils ont tout détruit, tous les dômes, toutes les mosquées. Et qui sont les bâtiments qui ont des dômes? Ce sont les mosquées et les dômes. Et donc ici, l'idée que l'on a de la destruction des mosquées
parce qu'elles ont des dômes et des voûtes. Et la question, c'était également de les détruire entièrement. La plupart des dômes, c'était des dômes qui étaient des sanctuaires, c'est-à-dire des combats qui portent le nom du saint qui est révéré ou vénéré. Et puis ensuite, je vous montrerai les deux derniers projets que nous avons réalisés là-bas. Le diwan du gouverneur et le palais de Kaiti à Al-Khatin. C'était donc, là, c'est publié dans la deuxième édition de mon livre. Donc la reconstruction d'après-guerre. Ici, voilà, c'est la Kubba d'Al-Shakib Yacoub. Comme vous le voyez, elle a été réalisée entre 2015. C'était donc tout un cimetière de Moukaba qui a été entouré dans la cour qui était appelée Hayy el-Bilad. Elle a été construite au XIIe siècle, en 1158. L'édification, vous voyez donc ici se trouve le cimetière et le dôme se trouve ici, et vous le verrez. Et voilà ici la vieille ville de Mukalla, et ici, c'est l'extension le long de la côte, en fait, ce développement. Donc, vous voyez ici le cimetière et le dôme principal. Et cette photographie a été prise en 2007. Depuis on pourrait dire le plateau qui se trouve juste au-dessus, depuis la plaine qui se trouve au-dessus. La photographie que j'ai prise exactement en même temps, en 2007, telle que nous l'avons connue. Et puis voilà le dôme, une fois après avoir été détruit par ISIS. Et voilà le dôme à nouveau après sa reconstruction. Donc, voilà le processus dont je vous parlais. Évidemment, dans ce cas-ci, il s'agit d'un tout petit bâtiment, très limité. C'était donc plus facile de retrouver les dimensions parce que, et comme aucun des décombres avait été retiré, tout était resté en place. Les pierres, notamment, c'était donc beaucoup plus facile de retrouver les fondations qui nous ont aidés, qui sont nécessaires pour un bâtiment et qui permet de respecter quelle que soit sa taille. Donc, nous avons travaillé avec les souvenirs des personnes qui étaient là, les constructeurs qui étaient là. Si vous avez une colonne, eh bien, vous savez exactement quelle est la taille du bâtiment. Et si vous avez 2 ou 4 colonnes, eh bien, vous savez exactement quelles sont ses fonctions et comment le reconstruire. Et de la même façon, eh bien, et ici, sur les hauteurs, quand on regarde ce plan, ça a été réalisé après plusieurs essais avec le gardien de la mosquée, avec les anciens également qui étaient responsables du cimetière, et également les personnes qui étaient chargées de garder le cimetière, les familles qui descendaient de Cheikh Yacoub. La hauteur du bâtiment du dôme était de 6,7 mètres. Et cela vous donne une idée un petit peu du processus. Bien entendu, il fallait évidemment déblayer tous les gravats. C'était une des phases les plus importantes de la construction, la recherche, la documentation, et puis ensuite engager les bons bâtisseurs. Je travaille toujours avec les bâtisseurs qui existent. Le Yémen, c'est un lieu extraordinaire pour travailler parce que l'on trouve encore des bâtisseurs qui ont été formés selon la tradition et ils ont la connaissance. Donc, on n'a pas besoin de leur apprendre quoi que ce soit finalement. Par le passé, ils m'ont appris énormément de choses. Et puis après, avec les anciens bâtisseurs qui ont disparu, ceux que j'avais formés, eh bien, je retrouve un peu certains des jeunes qui ont suivi, pas tous, mais enfin, c'est comme ça. Et donc, ici, les anciens bâtiments de Mukalla sont construits avec de la pierre, et puis la structure est également fondamentalement faite en pierre, et vous pouvez voir ici la réalisation des différentes niches. Des fenêtres en ogive également ou en arc, et puis la reconstruction du dôme.
Et voilà, ici, vous pouvez voir l'intérieur. Et une fois finalisées les arches, comme je vous l'ai montré dans la photographie précédente, et la réalisation du dôme. Comme ici, comme vous voyez, ce sont certains des étais. Le dôme, tous les dômes le long de la côte étaient construits avec des briques qui étaient flammées et des briques qui sont réalisées sur place. Elles ne sont pas importées. Il y a un terrain alluvial très riche qui permet de réaliser finalement des briques et qui sont passées par les flammes. Et on réalise ainsi, voilà la photographie une fois que le dôme a été terminé. Puis ici, nous avons développé un matériau. En fait, nous avons réinventé, nous avons reconstitué un matériau qu'ils avaient cessé d'utiliser il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle le sarouge, qui est également utilisé à Amman. C'est un matériau très important pour lutter contre l'humidité, disons qu'il est un peu hydrofuge, mais ils l'utilisent tout le long de la côte au Yémen, comme ils le font à Oman. Ils ne l'utilisent plus non plus à Oman. Au Yémen, ils le mélangent avec de la chaux et c'est réalisé à partir de briques qui ont été broyées. Donc, ils le mélangent avec de la chaux, en poudre évidemment, avec une certaine quantité, ils ajoutent de l'eau et on crée ce matériau qui est vivant. Et parfois, ils ajoutent également des cailloux broyés. Et c'est là que devient une sorte le résultat, c'est pratiquement comme une sorte de ciment qui permet également d'éviter l'infiltration des eaux. Vous voyez, je vous montre cela parce que c'est très intéressant. Nos photographes ont réussi à réaliser ces photographies alors qu'ils étaient en train de détruire le dôme. Et vous voyez ces hommes habillés tout de noir qui détruisent les dômes à la main. Tous ces dômes ont été détruits et nous les avons reconstruits. Comme vous voyez ici, les images avec certaines des images qui montrent le dôme et les voûtes qui ont été détruites. Et voilà, nous avons fait le même processus de documentation. Ça a été à Al-Shahir, qui est donc voilà la mosquée de Chaklanza que l'on peut voir dans l'exposition où il y a quelques photographies. Elle n'a pas été endommagée par la guerre, mais on nous a demandé d'y nous y rendre et de commencer à la reconstruire simplement parce que elle avait été détruite ou elle avait été laissée à l'abandon par négligence. Comme je vous l'ai dit, ce qui est magnifique en fait avec ces briques faites de terre crue et ces bâtiments qui sont faits à la main, ces bâtiments faits sur mesure, on pourrait dire, c'est que les bâtisseurs disent toujours que lorsque les personnes vivent dans ces maisons, elles y meurent et les bâtiments se détruisent parce que personne ne s'en préoccupe. Chaklanza, elle a été abandonnée. Une fois qu'elle a été abandonnée, personne ne s'est préoccupé d'entretenir la mosquée. La ville a été également abandonnée. Les terres n'étaient plus cultivées. Et vous voyez, c'est beaucoup plus tôt, on pourrait dire, désertique. Et c'était une magnifique mosquée, en fait. Je l'avais visitée dans les années 80 au Yémen. Et à l'époque, elle était négligée, mais je ne m'étais jamais rendu compte qu'un jour, je reviendrai et que je la retrouverai complètement en ruine. Et nous l'avons donc reconstruite et nous avons utilisé beaucoup des briques et finalement des gravats qui étaient sur place que nous avons utilisés pour faire les briques. Mais les murs ont été faits en pierre et elle comportait 9 dômes à l'origine, donc c'était une mosquée très belle. Une fois que l'on a tout déblayé, eh bien, nous avons vu qu'il restait des pièces assez solides, assez importantes du bâtiment. Nous avons laissé le plus qui restait et nous avons le mihrab qui était là. Comme vous pouvez le voir, c'est assez beau ici. Et les colonnes que nous avons pu conserver, ici nous les avons donc conservées, nous les avons consolidées. Ici, on a gardé le chapiteau et une partie des murs également ont été conservées. Donc, elles sont en bois, en pierre et pas en briques de terre crue. Et ici, vous pouvez voir ce qui a été laissé du squelette original du bâtiment. Après avoir été évidemment déblayé, nettoyé,
Et par la suite, eh bien, nous avons commencé un travail de consolidation en intégrant vraiment comment on appelle ça, des étais, c'est-à-dire avec un processus qui est une intervention. Cela est fait en créant des incisions. C'est un petit peu comme un corps humain. On crée une incision ici et puis il le renforce, grâce à des sortes de bâtons de bois. Et parfois, comme je le montrerai dans le cas de Cotton, des sortes de styrans, et on a des piliers circulaires pour consolider les murs. Donc voilà les briques qui ont été réalisées à partir de décombres recyclés. Et là, vous voyez la reconstruction des arches qui vont soutenir les 9 dômes. Et voici ici un peu l'évolution. C'est un processus très rapide, on travaille très vite. Voilà une vue de la structure au fur et à mesure où elle est reconstruite. Vous voyez les éléments qui sont restés, tels que je vous les ai montrés auparavant, donc les murs, les colonnes et les nouvelles arches que l'on voit ici. Et la reconstruction. Les dessins ont évolué au fur et à mesure où on a reconstruit. On ne peut pas simplement créer tout un ensemble de plans et de sections, puis on avance et c'en est fait. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Donc on continue à changer, modifier jusqu'à ce que l'on parvient à atteindre les dimensions exactes. Et comme vous pouvez le voir ici dans l'élévation nord et puis dans les élévations est et ouest. Voilà une photographie qui vous montre l'intérieur et la construction. Le mortier que nous utilisons est fait à base de chaux. Vous voyez qu'on utilise encore une corde à partir du centre pour aligner en fait bien le mouvement circulaire du dôme. Et voilà un petit peu à quoi cela ressemble une fois terminé. Voilà l'équipe tout au début, toute l'équipe qui est intervenue sur place. Sans les bâtisseurs. Un certain nombre de ces projets ont été nommés pour le prix que nous avent remporté en Afrique du Nord en 2020. Vous voyez un petit peu une sélection de ces chantiers. C'est très important de signaler qu'en fait, il s'agit de la culture, de l'architecture, de la participation, et c'est en fait lié également aux ressources et également aux résultats pour l'environnement. Ce qui est important, c'est que l'impact de notre travail, et bien entendu, dépend de la qualité de la reconstruction, et également des bâtiments emblématiques, sociaux et culturels qui ont été détruits de façon délibérée à la lumière de tous et cela est mis en exergue par une approche contemporaine de l'architecture vernaculaire et d'une discipline de la construction qui s'est avérée être tout à fait durable et viable du point de vue économique, tout en introduisant des matériaux naturels tout à fait innovants ainsi que des solutions qui se feront au bénéfice pour l'avenir, disons, tout en inspirant toute une évolution, une appréciation et une compréhension. Et c'est très important de ressusciter également le sens de la fierté des communautés, pas simplement des bâtiments. L'importance, n'est-ce pas, de ce travail qui est tout à fait tangible, qui est sensible dans
reconstruction et la récupération de ces sites qui ont été détruits. Cela réaffirme la conviction que l'architecture ne fait pas partie du passé, mais de l'avenir et qui contribue ainsi à l'écologie d'un environnement durable et équilibré. Vous devez comprendre que ce travail qui a été fait dans l'architecture et qui a plus de 40 ans, c'est une époque où toute la profession évoluait dans une autre direction et elle n'était pas du tout intéressée par cela. Il regardait cela comme, disons, un patrimoine culturel, comme de la traduction, quelque chose un peu d'archaïque, avec une certaine nostalgie, comme vous voyez ici, comme c'était, oui, archaïque. Tous ces projets que je vous ai montrés ici, eh bien, ont été publiés. Celui que nous avons réalisé entre 2019 et 2021, que l'on voit dans ce petit livret, et qui a été publié juste avant que je ne quitte l'université américaine, en fait, de Beyrouth. Les deux derniers projets que je vais vous montrer ici, c'est d'abord celui-ci, qui était le diwan du gouverneur. Et c'était un bâtiment très important parce que ça, c'est le bâtiment tel que nous l'avons retrouvé. Et ça, c'est celui qui était, disons, qui avait été photographié dans les années 70-80. Et ça, c'est le bâtiment tel qu'il apparaît une fois restauré. Le diwan et le complexe des gouverneurs, c'est donc un projet que nous avons réalisé entre 2020 et 2021. C'est un bâtiment qui a été complètement incendié, détruit. Voilà le plan du site. Nous avons maintenant dessiné, ce qui nous permet d'avoir une cartographie avec des photographies également, heureusement d'ailleurs. Et nous avons pris en compte les bâtiments que je vous ai montrés ici. C'est celui qui est le numéro 1, c'est le siège, disons, du gouvernorat. Mais il y avait d'autres bâtiments dans ce complexe. Et puis, il y a un musée qui se trouve ici. Et tout cela était des palais qui appartenaient au sultan qui gouvernait la région. Voilà le bâtiment lors de sa construction en 1930. Il a été construit par le sultan et le revoilà en 1960. Et il était devenu la résidence des officiers britanniques qui ont servi au Yémen, à Hadramaut, jusqu'en 1966. Le Yémen du Sud était un protectorat britannique, c'est-à-dire, c'est le terme colonial, lorsqu'ils viennent et qu'ils s'approprient un pays, ils prétendent qu'ils vont le protéger, c'est pour ça qu'ils l'appellent un protectorat. C'est une des phases coloniales qui fait partie un petit peu du jargon colonial, n'est-ce pas? Et donc, ils s'en sont appropriés et c'était un accord aussi entre les Croaties et les Britanniques où il pouvait s'y installer, en faire sa résidence. C'est devenu donc son palais et il a été utilisé donc par l'officier responsable qui, en effet, était le représentant de Sa Majesté le Roi à l'époque. Voilà le bâtiment, comme vous pouvez le voir, en plein incendie sur la gauche et le résultat, les ruines, une fois qu'il a été incendié. C'est tout à fait dévastateur, comme vous pouvez comprendre. C'est très douloureux de voir ces bâtiments et de pénétrer à l'intérieur et de voir la destruction. Moi, je n'étais pas là présente lorsqu'il était détruit, mais évidemment, j'étais tenue au courant de tout ce qui se passait. À l'époque, je vivais à Beyrouth et vraiment, il a été pillé parce qu'il y avait beaucoup d'archives, de documentation. Et les plafonds des 2 premiers étages se sont effondrés à la lumière une fois que ça a été nettoyé et que tous les gravats ont été retirés. Eh bien, voilà un petit peu à quoi cela ressemblait. Et voilà l'intérieur lorsque nous avons commencé à travailler après avoir nettoyé, après l'avoir vraiment déblayé. Là encore, je ne peux pas vous dire la tristesse et la peine que cela a représenté pour moi de pouvoir réaliser ces dessins. Voilà, c'est des photographies, des images sur les murs que nous avons trouvées dans le bâtiment. C'était très beau. Nous avons voulu les conserver, mais cela n'a pas été possible de convaincre notre client, qui était le gouverneur de Hadramaut, de le faire. Je dois vous dire que tous ces projets
ont été en réalité financés avec l'aide, avec la réponse d'urgence. Elle n'a pas été financée par le Yémen. Dans le cas de celui-ci, c'est le Fonds de protection culturelle du British Council, du Conseil. Et autrement, c'est le Fonds du Prince Claus, la réponse d'urgence culturelle, qui est maintenant séparée du Fonds de Prince Claus. Nous avons un partenariat avec eux depuis 2007 et nous travaillons très étroitement. Voilà donc l'intérieur du bâtiment, une fois qu'il a été, on pourrait dire, nettoyé. Et vous voyez que nous avons commencé à renforcer un peu les murs. Nous avons donc créé ici un cadre en béton et rajouté et créé un sol, également un parquet, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez voir les différentes photographies ici, mais le bâtiment en soi n'avait pas tellement changé, en fait, excepté lorsqu'il s'agit de reconstruire, nous devons toujours... Attendez, je voudrais vous montrer les plans. Voilà. Ce que nous faisons, c'est nous ajoutons des éléments tels que la plomberie et ce qui est nécessaire à une vie contemporaine pour se laver. Nous en avons parlé avec le gouverneur et nous avons complètement retravaillé toute cette zone pour son bureau, ici au premier étage, et également des salles de réunion. Il nous a donné un studio ici, et voilà les 3 étages que vous pouvez voir. Voilà l'entrée. Et pour recouvrir les accès qui existaient avec tous les problèmes climatologiques que nous avons désormais, parce que le Yémen aujourd'hui a une température qui est de 5 degrés plus chaude que cela n'était par le passé en été. Donc il s'agissait ici de recouvrir un peu les baies d'accès de l'étage principal que vous voyez ici. Vous voyez, je vous le montre ici, les fenêtres, les baies dans cette zone ici. Donc, j'ai dessiné ces jalousies qui avaient été auparavant faites à Mukalla, à la côte, et étaient faites en gypse. Voilà, dans l'atelier de l'artisan, vous voyez comment il le réalise. Nous faisons les dessins, il les projette, il les agrandit sur le projecteur pour atteindre la dimension. Voilà les dessins que nous réalisons et puis il les utilise. Il y avait différents modèles, différents dessins pour chacune des fenêtres et voilà un petit peu le résultat. Vous pouvez voir ici les différents dessins que nous avons conçus. Et voilà, c'est celui-là qu'ils étaient en train de sculpter, celui-ci là, juste là. Et donc chacun a un dessin différent. Toutes les fenêtres devaient être faites en terim et en tseun. Et c'était donc, voilà, ici la phase de finition, d'achèvement du bâtiment. Donc aujourd'hui, ici, eh bien, comme vous pouvez voir, tout l'environnement, le jardin n'était pas en bon état. Donc nous avons demandé à au paysagiste qui vit au Liban de faire et vraiment de dessiner vous voyez, le jardin, faire le paysagisme, comme vous voyez ici. Ils ont fait un travail magnifique, je dois dire, pour changer toute cette zone horrible que vous avez vue sur la place principale. Voilà le bâtiment que je vous ai montré ici. Et voilà les autres bâtiments sur lesquels nous avons également inspecté. Ici, je n'ai
vous fais part que d'une des photos de la vision qu'ils ont et qui est censée aller jusqu'à la mer. Le dernier projet que nous avons fait à Mukalla et le dernier projet que je vous montre ici, que nous avons réalisé au Yémen, à Hadramout, c'est celui du palais Kwaiti. Kwaiti, c'est le nom du sultanat ici, qui existait avant 1967. Et cela a été fait grâce à l'aide, à un partenariat avec l'ALIF, qui a ici un bureau là. Je ne sais pas si vous avez vu l'exposition. Ça donne vraiment, ça nous permet d'avoir une lecture sur ce qu'il se passe, ce qui s'est produit et quelles sont les approches que l'on peut avoir dans certaines situations. C'est très intéressant. Je viens de le voir, donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Et donc, où se trouve Cotton? C'est juste là. Voilà. Voilà l'Arabie saoudite, je sais que vous le savez, voilà Oman, la mer Rouge. C'est là où la situation est un peu difficile. Sanaa et Aden. Et Cotton est au centre, à l'ouest de Shibam, comme je vous l'ai montré sur la carte précédente. Voilà le palais, qui était encore debout, bien sûr, lorsque nous y sommes rendus en 2020. Vous voyez que certaines parties ont été détruites, là. Ça a l'air intact de l'autre côté et en bon état. Mais ça, c'est dû au fait que les bâtiments sont toujours construits avec des murs porteurs. Donc, peut-être le bâtiment est détruit de l'intérieur, mais à l'extérieur, il semblerait que la structure soit intacte, ce qui n'est pas le cas, c'est juste une apparence. Le bâtiment avait été déserté et avait été construit dans les années 1830-1835. C'était le palais du sultan Ali, qui était le frère du sultan qui régnait sur Hadramout. Il était donc le sultan de l'intérieur de Hadramout. Et il a décidé de se rebeller contre les Britanniques. Il a donc été incarcéré, emprisonné et envoyé en exil. Et il n'a pas eu le droit de revenir dans son palais. Lorsqu'il est revenu à Al-Cotton, il n'a pas été en mesure de vivre dans son palais. La famille par contre, vivait là et dans les années 80 jusqu'en 2000, j'ai été reçue par cette famille. Au cours des 20 dernières années, cette famille a déserté ce bâtiment. Certains héritiers qui étaient là et qui ont travaillé avec nous sur le projet et qui ont coopéré sur ce projet, qui nous ont aidés. Et donc, certains membres de cette famille avaient quitté le bâtiment et vivaient dans des bâtiments avoisinants qu'ils avaient construits. L'un d'entre eux, l'un de ses héritiers, vivait dans une de ces maisons que vous voyez là. Voilà le site que nous avons restauré. Voilà le palais avec une vue d'en haut, avec un drone, vue d'un drone. Vous voyez la cavité, là, le trou, là, et c'est là le toit qui s'est effondré. Et c'est une région appelée Namatran, qui est un nom ottoman, bien que les Ottomans n'ont jamais été là. Mais c'est un bâtiment qui a dû être complètement abattu et reconstruit. Voilà la cartographie, voilà le maître-plan. L'entrée est ici. Là, c'est une vue d'en haut, bien sûr. Il n'y a pas de toit. Voilà le principal palais et voilà le secteur Namatran avec sa cour intérieure. La façade du sud et l'entrée principale, deux entrées principales. Voilà l'une des maisons de la famille apparentée. C'est une maison en briques de terre crue, mais peinte pour la moderniser. Malheureusement, il y a là la nouvelle construction d'un nouveau conglomérat, ce qu'on appelle la mosquée du vendredi.
la Friday Mosque. Là, c'était vraiment un cauchemar que de faire l'arpentage. Et c'est presque triste de faire cela. Moi, j'aurais aimé garder tous les petits dessins et les gribouillages, si vous voulez, parce que cela nous aurait été utile. Et vous voyez que c'est assez précis et assez sophistiqué. Pour chaque petit dessin, on pourrait en parler pendant une demi-heure. Voilà l'élévation nord, est, sud et ouest. Et l'élévation sud, c'est là où est l'entrée que je viens de vous montrer. Voilà les différents arpentages qui ont été faits pour les plans, les différents repérages. Nous avons développé, renforcé le niveau le premier niveau. Et vous voyez, les murs sont très épais. Et là, voilà l'entreposage, parce que ce devait être restauré comme centre culturel. Le premier étage, qui initialement abritait c'est les salons de réception du sultan. Donc le premier étage, normalement, n'est jamais utilisé pour la vie au quotidien par la famille. Mais comme c'était un palais ouvert au public et c'était le principal salon de réception, c'était ouvert. Et le 4e et 5e étage étaient utilisés par la famille. Voilà la façade à l'ouest occidental du bâtiment. Voilà, c'est la mosquée que je vous ai montrée. Voilà la façade septentrionale, à Namatran. C'est là la coupe que vous voyez du bâtiment. Vous voyez là, il y a un certain nombre d'étages et le secteur du toit et l'espace entre les deux. C'est le secteur de Namatran qui a été reconstruit. Voilà le plan latéral, les plans latéraux, le palais, la mosquée. Et là, vous avez davantage de détails sur la façade sud. Voilà une vision ou une vue de l'intérieur, telle que nous l'avons découvert. On ne pouvait pas passer d'un espace à l'autre. Il n'y avait pas de toit. Vous voyez que le plafond, le plancher sont détruits. 1, 2, 3, 4 étages. Tous les planchers sont détruits. Voilà la vue à partir d'une porte. Voilà le Namatran, le nouveau dessin, après que le bâtiment ait été détruit pour être reconstruit. Donc, bâtiment très beau, avec des arches très belles, mais que nous avons dû détruire parce que c'était impossible à consolider. Voilà les bâtisseurs qui démolissent et qui déblayent la partie effondrée en retirant la partie des murs et la partie du plafond. Les travaux de démolition et de déblaiement en même temps, simultanément, et comme je vous l'ai dit, il s'agissait également d'ajouter constamment au plan. Voilà les détails de Namatran et la reconstruction. Ce bâtisseur a été à mes côtés pour chaque chantier, tous les chantiers de reconstruction. Il est un expert en matière de consolidation, pas de construction, mais de consolidation. Donc, il a été avec moi pour tous les travaux dangereux, le déblaiement, etc. Parce que ces sites sont très dangereux pour les travailleurs. Je ne l'ai pas mentionné, mais ça coule de source. Tous les sites détruits sont dangereux. Et le problème, pour la plupart de ces bâtisseurs au Yémen en particulier, c'est que ces bâtisseurs n'ont pas de règles de sécurité et ne se protègent pas. Ils n'ont pas les mêmes mesures de protection et de sécurité que celles que nous avons dans nos pays qu'on l'on dit développés. Et voilà donc le renforcement structurel et la consolidation ici. Et voilà les différents espaces qui ont dû être consolidés.
Tous les endroits avec un cercle ou encerclés doivent être consolidés en créant des interventions grâce aux pilastres et aux colonnes, aux piliers que je vous ai montrés. Donc, ces espaces comportent cela. Et ça, c'est la partie la plus difficile de toute notre opération. Une fois que cela est terminé, que cette étape est franchie, eh bien, voilà, ça fait partie du déblaiement du site. Vous voyez les débris là. Et c'était ce que je vous disais précédemment sur la consolidation des murs en utilisant les piliers de pierre. Il est en train d'insérer les pierres l'une après l'autre, des cylindres en pierre qui deviennent des piliers par la suite. Donc on crée des trous, des creux dans le mur. Les débris sont retirés. On utilise du mortier à base de boue. Également, des morceaux de briques sont insérés pour stabiliser la pierre et pour garnir le trou. Ils continuent à utiliser les cylindres de 30 cm que l'on a déjà vus, donc des morceaux de pierre pour les colonnes. Voilà les colonnes et les morceaux de briques qui sont insérés. Voilà, ça c'est terminé. On a couvert avec du mortier de boue. Et voilà un autre bâtisseur qui crée l'incision et l'ouverture. Voilà, une fois que c'est terminé. Et là, vous voyez, parfois, on insère un étai et il y a davantage là de piliers de pierre. Donc, le bâtisseur qui était à mes côtés sur la photo, avec son équipe, c'est ce qu'ils font et ils font des sondages dans le mur afin de voir où est le problème. Ils sondent le mur pour voir où sont les trous dans le mur, les creux, les cavités et où sont les parties vulnérables. Donc, ils sondent avec un micro, ils écoutent avec un micro et ils décident de changer les poutres ou les sarèmes, comme ils disent, les colonnes. Donc, ils écoutent avec un micro tout le bâtiment avant de décider de ce qu'ils vont faire. Là, vous voyez qu'ils étayent le plafond en insérant en essayant de consolider le plafond, en changeant les poutres et les colonnes endommagées, en les remplaçant par d'autres. Voilà la construction de l'une de ces colonnes. Il s'agit donc de créer un plafond dans la pièce. Voilà une pièce sans plafond et les bâtisseurs sont en train de construire les 4 colonnes qui vont leur permettre de créer un plafond. Une fois que cela est fait, ici, achevé de manière traditionnelle, voilà mon ami, voilà l'architecte, l'un des bâtisseurs et l'un des propriétaires. Et voilà les bâtisseurs qui prennent leur petit déjeuner, font une pause petit déjeuner. Vous voyez que tout l'espace ici est endommagé et que la terrasse doit être reconstruite. Une fois que la consolidation est achevée, il commence à travailler sur les réparations et la réhabilitation, la restauration du bâtiment de l'extérieur.
Vous voyez que tout le recouvrement du mur à l'extérieur comme à l'intérieur a dû être retiré et tout le système de fenêtres également doit être remplacé parce que la plupart des boiseries ont été entamées, ont été abîmées et que les fenêtres ne fonctionnaient plus. Et il faut les reproduire avec les mêmes matériaux, avec l'artisanat traditionnel. En ce qui concerne les portes, certaines d'entre elles ont pu être préservées. Il fallait également les enregistrer comme on avait enregistré les fenêtres. Donc beaucoup de travail de reconstruction. Vous voyez que tous les murs ont dû être dénudés jusqu'à la brique. Et une fois que tout le vieux plâtre a été retiré, l'étape suivante, c'est d'utiliser cette chaux froide. Ensuite, on utilise cet enduit de façade avec de la boue. Alors, je ne vais pas vous donner le nom original. Donc, le processus est appelé crasha et donc on a utilisé de la chaux éteinte pour retirer le plâtre et on fait également du chaulage. Donc on retire 3 à 4, 5 cm de l'enduit sur la façade. Donc c'est une étape très importante. Et là, vous voyez, c'est le mortier de boue. C'est le premier enduit qui est utilisé, qui est appelé mahda en arabe. Vous le voyez ici, vous voyez la procédure ici. C'est une étape très importante. Et par la suite, il y a 3 couches différentes que l'on utilise. Et nous avons publié un manuel complet sur l'étanchéisation avec la pierre et les briques. Et on utilise également la chaux éteinte qu'on appelle Noura. Voilà, il s'agit des différentes étapes de la reconstruction. L'un des aspects les plus importants de ce travail, c'est le programme de formation. Le programme de formation qui inclut tous les membres de la communauté qui nous aident sur le site parce que ce sont eux qui possèdent la connaissance, mais également il s'agit de former beaucoup d'étudiants en architecture, des jeunes architectes qui n'ont malheureusement aucune idée de ce type d'architecture parce que ces étudiants en architecture ont appris ce qu'on appelle maintenant l'architecture moderne. L'architecture enseignée et pratiquée par la profession actuellement. Donc j'espère et je crois que ça va changer et que c'est en train déjà de changer. Nous avons eu beaucoup de dames, comme vous voyez sur cette diapo, qui sont en noir et qui étaient très actives et qui ont beaucoup aidé les bâtisseurs. Ces dames en noir. Alors, ces étudiants sont diplômés, obtiennent leur diplôme et vous voyez que vous avez là tous les bâtisseurs qui célèbrent le diplôme de ces étudiants, les électriciens ici, et les autres membres de l'équipe, et les dames en noir. Alors, en conclusion, il faut regarder l'avenir. On a beaucoup parlé du passé, et on a beaucoup parlé du présent. Et actuellement, au cours des 2 dernières années, mon travail au quotidien, ça a été à Gaza. Et c'est également le sujet de cette exposition. Alors d'abord, j'ai parlé de la reconstruction et maintenant, je vais vous parler de la destruction.
Alors, je vous ai donné les bonnes nouvelles auparavant, maintenant je vous donne les mauvaises nouvelles. Et les gens comme nous ont quand même pas mal d'espoir et font preuve de beaucoup de résilience. Il s'agit de Gaza, donc, où l'existence est devenue la résistance. Au-delà de la communauté architecturale, au cours des 3 dernières années, nous avons assisté à l'herbicide comme au génocide. Et en tant que communauté d'architectes, je ne sais pas ce que nous pouvons faire. Parfois, les architectes, nous autres, les architectes, nous devrions nous rappeler qui nous servons dans la société, qui nous sommes supposés servir dans la société et à quoi doit servir notre profession. Est-ce que notre profession peut être épanouissante? Oui, à condition de servir l'humanité dans son entièreté. Voilà une image de l'herbicide, ce que l'on appelle herbicide, à savoir la destruction des villes, les dommages infligés aux villes, les tueries, et la destruction de l'architecture, en fait. Pour comprendre la relation entre l'architecture et l'herbicide, je suis désolée, je suis obligée de prononcer le mot génocide. Et je l'utilise, ça fait partie de mon vocabulaire, comme beaucoup d'autres personnes. Donc, la relation, c'est que si nous parlons de génocide, nous parlons de tuer la vie et les moyens d'existence. Et l'architecture, c'est un petit peu le conteneur de cette vie et de ces moyens de subsistance. L'élimination, la destruction des institutions. Vous voyez là les débris, vous voyez là les bâtiments qui ont été rasés. Et nous autres, les architectes, nous devons essayer de travailler avec la traduction de tout cela dans la réalité. Pas seulement de négocier l'herbicide, mais il faut la traduire, cet herbicide. Il y a une exposition à Berlin, donc on discute là de la destruction de l'espace qui sépare la construction de la destruction. Et pour nous, c'est important. En tant qu'architecte, lorsque nous travaillons, il s'agit de réfléchir à nouveau, inscrire à nouveau, négocier, renégocier cet espace. Et je souhaiterais souligner que lorsque l'on parle de notre rôle en tant qu'architecte, nous négocions avec les communautés et nous négocions les espaces et les intervalles silencieux qui existent entre l'herbicide, l'écocide et la reconstruction. Je voudrais bien vous montrer cette vidéo, mais je ne suis pas sûre de pouvoir techniquement. C'est très intéressant. Il s'agit de cette jeune femme extrêmement persévérante, tout à fait remarquable, qui nous raconte ce qui se passe à Gaza. Et elle a ces vidéos de 5 minutes qu'elle met sur YouTube où elle parle des enfants qui ont peur des débris et qu'est-ce que l'on trouve sous ces débris. Mais ce que l'on comprend, ce qui se passe actuellement, c'est que l'on parle pas seulement de destruction, on parle de 70 millions de tonnes de débris qui ont été laissés dans les rues de Gaza. Ça provient d'un article que j'ai trouvé. Le titre de cet article, avec cette photo, c'est le plan de Gaza de Trump et la politique de coercition. Et je pense que c'est une image très belle. En fait, il y a très peu, au sein de la communauté des architectes, très peu de dissidents qui soulignent l'importance de l'architecture médico-légale, si vous voulez.
qui ont rapporté ce qui se passait à Gaza et dans différents autres endroits du monde. Et c'est très important, ce travail. Et c'est à partir de leur site Internet que j'ai pris cette photo. Et il s'agit d'une cartographie des génocides et de la conduite d'Israël depuis le début de la guerre. Les détails très méticuleux qu'ils ont enregistrés, la destruction de différents endroits, les crimes qui ont été commis, le bombardement des hôpitaux, par exemple, qui ont été commis également contre les êtres humains. Il y a eu un film qui est sorti et qui a utilisé beaucoup de matériaux reconstitués et la recherche qu'ils ont aidé à faire. Donc, ils ont réussi à enregistrer et à reconstruire ce qui existait et ce qui doit être reconstruit. Plus récemment, Eli Wiseman a publié un nouveau livre appelé Grounding. Et c'est très important. Parce que ce livre décrit le rôle joué par la qualité de la destruction qui a ciblé les bâtiments, avec des bulldozers qui ont éliminé les déchets et qui les ont broyés. En fait, l'objectif, en fin de compte, c'était de créer ce paysage désertique. C'est ce qu'on appelle la désertification. Dès septembre 2025, l'Union internationale des architectes a finalement élevé la voix et lors de leur réunion, il y a une motion qui a été adoptée et qui concernait la situation en Palestine et qui dit, à la suite de la délibération, le Conseil a décidé d'adopter les mesures suivantes. De quoi s'agissait-il? Eh bien, il s'agissait de condamner les génocides commis, lancer un appel aux architectes dans le monde entier pour refuser une participation à l'évaluation, demander le soutien des experts, demander une amélioration des conditions de vie des habitants. Évidemment, ces décisions étaient les bienvenues, puisqu'il s'agissait de parler au nom d'une communauté appelée l'Union internationale des architectes. Mais cela ne veut pas dire que chaque architecte avait réagi de manière appropriée à ce qu'il fallait faire à Gaza à une échelle assez petite. Certains sont représentés ici, les ONG, les œuvres de bienfaisance, et heureusement, un projet a été lancé que nous avons lancé avec la municipalité de Gaza. Et je pense que l'une des photos les plus percutantes, c'est celle-ci. Elle a été publiée en octobre. C'est ce petit garçon. Le titre était « Pas de retour à l'école, pas de rentrée scolaire » pour ce petit garçon qui est là au milieu des débris. Et lorsque je parle de résistance, c'est justement une résistance de ces enfants qui se réunissent sous une tente de fortune et qui essayent quand même d'apprendre quelque chose et qui continuent à vouloir être éduqués, à être à l'école, à continuer à vivre, même si cette école n'existe plus. Nous avons demandé à la municipalité de Gaza. Il y a des gens qui travaillent dans la conservation de l'architecture et le patrimoine, de désigner des sites, mais personne n'était intéressé à travailler avec nous. Mais il y a eu 5 sites qui ont été nominés. D'abord, l'église de Saint-Porphyrius et la mosquée de Khatib Vidaba, et également, vous voyez, 2 autres centres culturels. Je vais vous les montrer en photo. Voilà les
l'église de Saint-Porphyrius. C'est l'une des églises les plus anciennes de Gaza et les plus anciennes de la Palestine. Elle appartient à la communauté orthodoxe grecque, l'évêché, et remonte au 5e siècle. Voilà une photo de cette église avant qu'elle ait été détruite. Et voilà l'archevêché. Voilà l'intérieur de cette église avant la destruction. So that's what the site looks like. Voilà donc à quoi ressemble le site. Donc, sur le même site, nous avons la mosquée Khatib Olaya. C'est une mosquée qui a été construite au XIVe siècle. Peut-être qu'elle ne se trouve pas dans un si mauvais état que l'autre mosquée qui est présentée ici dans l'exposition, mais vous voyez l'état des voûtes, des plafonds, des murs. Ce mur est resté intact, ce qui est incroyable. Et puis, vous voyez, on a fait des sortes de plafonds de fortune. Voilà à quoi cela ressemble. Ça, c'était l'intérieur qui restait en bonne condition. C'est un texte qui m'a été envoyé par l'un de mes partenaires à la municipalité de Gaza qui m'a écrit « L'architecture traditionnelle a offert une fois pas simplement un abri, mais un sens de l'ordre, d'appartenance et de continuer. Et aujourd'hui, cette continuité est fragile. L'urgence de la reconstruction du patrimoine de la ville n'est simplement pas uniquement architectural, mais humanitaire. Il s'agit de restaurer la dignité, la mémoire et l'espoir. Voilà, c'est une personne qui a été sous les bombardements de Gaza et qui y vit encore. Il s'accrochait à pouvoir nous aider afin de documenter ces zones pendant les bombardements en 2024-2025. Voilà l'extérieur du centre culturel Shawa qui montre l'accès où se trouve la Tamara Sabar, qui est de la bibliothèque publique et qui a été détruite en 2023 et bombardée directement. Donc, c'est ce qu'il reste de la façade et de l'entrée principale. Ce n'était pas du patrimoine architectural dans le sens que c'était quelque chose de traditionnel ou vernaculaire. C'est un bâtiment moderne. Il n'avait rien de particulièrement beau, au contraire. Il était surtout utile, mais ce qui s'est produit, parce que c'était construit en béton et qu'on ne peut pas recycler le béton, il va falloir le détruire. Nous avons reçu un financement et nous sommes en train de travailler sur la première phase de la documentation. L'architecture devient, bien entendu, un véhicule pour la résilience et la régénération qui permettent aux sociétés d'avancer, de reconstruire leur environnement, leur culture, leur sens de la communauté et d'appartenance. Le dernier projet que nous sommes en train d'étudier, qui n'est pas le final, mais le quatrième, je vous montre le quatrième ici, ça s'appelle des pierres qui émergent, c'est-à-dire récupérer des pierres, des décombres de bâtiments qui ont été détruites. Même si c'est important de les récupérer, parce que même si les bâtiments ont été détruits, eh bien, cela sera plus facile de les reconstruire. Voilà un des bâtiments que nous avons signalé, nous avons demandé un financement. C'est donc dans la même maison à Gaza. Et voilà, maison avant, donc en 2022. Et elle a été restaurée en 2000. Elle avait été restaurée en 2020. Tous les dessins avaient été réalisés pendant la reconstruction, la restauration. Au moins, nous avons au moins cela. Et voilà la situation du bâtiment dans son état aujourd'hui et les décombres. Il n'en reste malheureusement absolument plus rien. Il y avait
une croix romaine magnifique, un plan en croix romaine, ce qui est très rare, avec des patios intérieurs. La maison a été ciblée 3 fois. C'était un centre culturel. Donc, eh bien, maintenant, nous approchons de la fin. Ceux qui participent ceux d'entre nous qui travaillent sur l'herbicide et la reconstruction après-guerre se rendent compte que, au-delà de la perte physique ou de l'annihilation des villes, le fait d'effacer les vies humaines et les institutions et psychologie culturelle provoque un traumatisme social en raison de l'attitude haineuse destinée à la destruction, les déplacements forcés, la peur des communautés de Gaza qui sont convaincus que la résistance est leur seul refuge et leur forme d'existence. Ces crimes qui sont ineffaçables, tous les dommages, eh bien, remettront en question l'humanité dans son cœur. Il faudra briser le silence de la complaisance. Et donc, à un moment aussi critique pour les architectes, peut-être envisagent-ils de reconsidérer l'avenir de leur profession. À qui doivent-ils servir et auprès de qui ils se trouvent? Voilà un bâtiment qui n'est pas à Gaza. C'est une mosquée qui est encore intacte. Je ne vais pas dire son nom. C'est la mosquée que vous voyez ici, la différence entre ce qui était, ce qui est devenu et ce qui sera. Et je vous remercie beaucoup pour votre patience.